Bonjour. Euh, Nous, on est Criteo. On va parler des outils que nous, on a pour la Modern Data Stack et en fait, comment on l'utilise pour faire ce qu'on appelle le Golden Path. Il y a plusieurs options. On va vous présenter la solution la plus moderne. Donc, avec moi, il y a Raphaël, qui est le lead de l'équipe Data Processing. Moi, c'est Miguel. Je suis le lead de Data Catalog Services. Et tous les deux, on travaille dans le département de plateforme. Donc, pour ceux qui connaissent pas Criteo, un petit mot. Nous, on est une entreprise de publicité en ligne et on utilise l'intelligence artificielle pour essayer d'offrir le meilleur annonce à la meilleure audience dans le meilleur moment. Et on fournit tout ça avec un ensemble de composants dans ce qu'on appelle la plateforme Commerce Media. Donc, quelques chiffres pour voir un peu l'échelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Criteo, notre compute, il est on-premise. On a 11 data centers dans le monde avec plus de 40 000 serveurs. En ce qui concerne la data, on a le plus gros cluster Hadoop d'Europe avec plus de 3000 nœuds et plus de 350 pétas de capacité de stockage brut. On utilise surtout des solutions open source. Dans certains cas, ça nous arrive d'utiliser des solutions commerciales, comme c'est la meilleure option, comme il y a des exemples comme Aerospike ou Vertica. Et aussi, on développe beaucoup de outils en interne, surtout pour composer notre plateforme. Et c'est de ces outils qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais donner quelques mots sur ce qu'on appelle le cycle de dev data, qu'on pense qui est un peu différent au cycle de dev classique. Donc nous, on a identifié 5 étapes. On va faire un produit data. D'abord, on commence par voir quelles sont les données qui sont là. C'est ce qu'on appelle la discovery, l'exploration. Après, il y a toute une phase de dev et de test. On a investi beaucoup pour améliorer l'expérience de dev de nos utilisateurs. Après, on doit évidemment déployer notre solution et gérer la production. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il faut gérer nos données. Donc, il faut observer et il faut des fois faire des actions correctives. Donc, aujourd'hui, nous, on a développé tout un tas d'outils. On n'a pas le temps de parler de tous les outils. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur des outils qui couvrent certaines de ces étapes et qui sont les outils un peu plus représentatifs de notre Modern Data Stack. Donc, je vais laisser la parole à Raphaël qui va parler de Big Data Flow. Donc on attaque avec ce premier outil qui est Big Data Flow, qui intervient sur deux phases, le développement et les tests quand on veut modifier ou créer de la data, et la production, et évidemment le déploiement. Alors, pour introduire le projet, je vais d'abord faire un peu d'histoire. Pourquoi on s'est amusé à créer ça? Pour scheduler des pipelines de données, il y a très longtemps, on a utilisé ce qui existait, des schedulers génériques. Puis, très rapidement, on s'est dit, quand même, il y a des besoins spécifiques avec les data pipelines. Donc, on s'est créé des premiers schedulers dédiés aux data pipelines génériques, mais c'était des SDK qui ont résolu plein de problèmes et c'était super. Mais certains de nos utilisateurs ont voulu qu'on aille plus loin pour leur simplifier la vie. Donc là, il y a eu plusieurs approches. Il y a des développements qui ont eu lieu pour simplifier la création de data via juste on remplit un formulaire sur une page web et paf, on a un pipeline de données en prod. Et il y a d'autres solutions qui ont été créées qui sont focalisées plutôt sur la capacité à maintenir dans le temps les trucs. Alors, toutes ces solutions ont eu des succès, mais on a vu quand même l'écosystème commencer à se fragmenter. Et donc, en 2018, on s'est dit ce serait super d'avoir une seule plateforme qui soit capable d'adresser tous les problèmes que nos utilisateurs rencontrent. Et l'idée qu'on a eue, et la volonté qu'on a eue en tout cas, c'est que on ne demande à nos utilisateurs que d'écrire la tâche de ce qu'ils veulent faire. Et à partir de la tâche, ce qu'on voulait, c'était avoir les dépendances automatiquement, avoir le schéma de sortie de la tâche automatiquement, et être capable de lancer sans aucun effort des tests. Et du coup, on a créé Big Data Flow. Alors ça, c'est l'environnement de développement, et je vais m'intéresser au langage parce que c'est un truc un peu central dans Big Data Flow. Et pour lire cette query SQL, parce que c'est basé sur SQL, on va commencer par en bas. C'est un select from where. Je suppose que vous connaissez, pas de surprise là.
ça sort un résultat. Si on monte, on voit un insert position day dans la table Big Data Flow Product Sales. Alors, ça, l'idée, c'est que le résultat de la requête SQL, il ne part pas dans la nature, on va le stocker comme une partition d'une table. Et donc, nos jeux de données, en fait, c'est des tables qui contiennent plusieurs partitions. Et le dernier truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est ce 40 in time series daily 2 jours. Et ben, ça, en fait, c'est une forte compréhension qui permet, quand on l'exécute, à un moment donné, là, le 31 mars, d'avoir en fait une liste de scope d'exécution et en fait une liste de queries qui correspondent à une liste de partitions de mon jeu de data. Ok, alors, bon, du coup, là, j'ai un jeu de data avec 2 partitions, assez simple. Qu'est-ce que je dois calculer ? Je regarde dans mon catalogue de mon data lake, en l'occurrence, chez nous, c'est le Hive Metastar, et je vois qu'il y a une partition qui existe déjà, donc j'ai rien à faire. La seconde, par contre, n'existe pas encore, donc il faut que je la lance. Ou peut-être pas encore. Alors, je vais regarder la requête qui correspond avec la partition qui me manque, et je vais m'intéresser à ce qu'elle consomme, à ce qu'elle lit. Donc je vois qu'elle lit les ventes de mes magasins pour la même journée là, du 31 mars. Du coup, je peux aller regarder la table qui définit mes ventes de magasins, regarder les partitions qui les composent, appliquer le filtre que j'ai dans ma query et me rendre compte qu'il faut que j'attende les données des magasins de Détroit et Paris pour le 31 mars. Du coup, est-ce que je peux lancer ma query ? Pas encore. Je peux la lancer. Ça y est, tout est prêt. Ok, alors, il y a un parti pris qui a été fait en choisissant SQL, qui est de dire, en fait, SQL, ça a une expressivité limitée par rapport à un langage de programmation classique comme Python, Scala, ce que vous voulez. Mais en fait, on peut quand même étendre pas mal l'expressivité de SQL pour couvrir en fait la majorité, quasiment la totalité de ce qu'on va faire. On peut utiliser des user-defined functions pour embed dans notre langage SQL la business logic de notre entreprise. On peut utiliser des table functions qui, pour les 5% qui ne rentrent pas dans le SQL, permettent de runner du code arbitraire. Ça nous permet aussi de créer nos propres intégrations. Si on veut lire des données qui ne sont pas dans notre data lake, par exemple depuis MySQL, SFTP, ce que vous voulez. Et enfin, parce que tout ne s'arrête pas au data lake, on a des copy functions qui permettent d'exporter de la data vers l'extérieur, vers Tika, envoyer des emails, des trucs comme ça. Ok, maintenant que j'ai présenté l'idée de Big Data Flow, on va vous parler de développement et de test. Et donc, en fait, avec le SQL, ce qui est sympa, c'est que quand je vais faire une modification dans un fichier SQL, notre compilateur, en fait, va être capable de se rendre compte que je vais péter mes voisins qui utilisent mon dataset. Et donc, du coup, je vais devoir... je vais pas pouvoir péter mes voisins, en fait. On va me demander d'adapter mes voisins. Et avec l'analyse statique, en fait, on peut aller assez loin. À Criteo, par exemple, j'ai parlé d'export vers Vertica. Vertica est une base de données et on définit aussi, nous, nos schémas dans Git. Et donc, on est capable de regarder le schéma dans notre data lake de la donnée, le schéma dans Vertica, et de se rendre compte que on est en train d'essayer d'insérer des big int dans un int et qu'il va sans doute y avoir des problèmes. Et de prévenir l'utilisateur. Alors, l'analyse statique a des limites. Il y a des trucs comme les problèmes de scalabilité qu'on voit qu'en prod. Du coup, pour être capable de tester et être confiant avant la prod de changement, on a les dry runs. Alors pour faire un dry run, il suffit de donner le nom de notre table, notre dataset, et une partition. Parce que si on renaît toutes les partitions, ça coûterait cher. Chaque fois, on donne une partition. Et à ce moment-là, on va prendre la requête qui produit la partition, et on va juste la modifier très légèrement pour que, au lieu d'écrire sur la prod, on écrive dans un clone de la prod. Et donc là, je fais tourner Market, et c'est comme la prod. Donc, Market a tourné, ça a fonctionné, pas eu de problème de scalabilité. Ok, je peux regarder le résultat avec mes yeux. Dans le cas où je modifie quelque chose qui existait déjà, on a une visualisation qui permet de comparer 2 versions de la donnée et du coup de se rendre compte si les modifications que j'ai faites ont eu l'effet que je voulais. Et uniquement l'effet que je voulais.
ok, je suis content, j'ai créé ma data, ça ressemble à ce que je veux faire, je veux le mettre en prod maintenant. Eh bien, la plateforme Big Data Flow est gérée par une seule équipe. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais pas avoir besoin de bootstrap un projet, de m'occuper de la plateforme, de faire des releases ou quoi que ce soit. J'ai juste à merger mon code. Et 2 heures après, on a un peu de moulinette entre deux, on est en prod. Ce qui veut dire que la code review, c'est le dernier moment avant la prod. Et donc, du coup, on peut avoir dans notre CI des petits warnings du genre hey, regarde, là j'ai une modification dans mon jeu de données où en fait je vais rajouter plus 3000 partitions. Ce qui veut dire que quand ça va être mergé, potentiellement je vais lancer 3000 jobs sur Hadoop. Donc là j'ai un petit warning qui me dit t'es sûr que c'est ce que tu veux faire? Oui, bah c'est parti, on va le faire. Non, je vais peut-être m'y prendre autrement. C'est possible. Là j'arrive en prod et je repasse la main à Du coup, le deuxième outil duquel on veut parler, c'est Datadog. Donc, un peu rappel, on est dans notre cycle de dev. On a déployé en prod, mais n'importe qui a géré des pipelines de data, il sait que le travail, ça ne s'arrête pas là. Et normalement, le travail le plus difficile, il arrive à ce moment-là. Je vais me focaliser surtout sur la partie, ce qu'on appelle Data Observability, qui consiste, il y a plusieurs définitions, mais qui consiste à pouvoir détecter, résoudre et prévenir des problèmes dans la data. Donc, ça, avant qu'on ait des outils, c'était des choses que nos utilisateurs faisaient de façon plus ou moins manuelle, de façon plus ou moins pénible. Ils se connectaient à plein d'outils de la plateforme pour voir ce qui se passe. Donc, par exemple, dans le UI de nos outils internes ou les UI des frameworks qu'on utilise, tels que Spark UI, on pouvait aller regarder les logs, on pouvait taper sur des API ou même regarder des métriques. On a même développé des petits outils qui nous permettaient d'avoir des dashboards, mais c'était tout le temps manuel. Donc, du coup, la qualité du travail qui était fait dépendait beaucoup de la maturité des équipes. Et toutes les équipes n'étaient pas au même niveau, ils n'avaient pas les mêmes compétences techniques. Donc, on a essayé de résoudre ça de façon générique depuis la plateforme. Donc, pour ça, on a fait Datadog. Donc, il faut savoir que Datadog, à la base, c'était un projet qui est né d'un hackathon. Et à la base, il était un data catalogue. Donc, un data catalogue, il est plutôt ciblé sur les consommateurs des données. Donc, les gens qui veulent trouver les données qui les intéressent. Donc, ils font la discovery, ils vont avoir la documentation, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu les capacités de cet outil pour l'intégrer surtout avec nos schedulers, nos outils de prod, pour aussi fournir des outils aux producteurs. Et finalement, c'est devenu aussi un outil de data observability. Aujourd'hui, dans le marché, il y a des outils de deux types. Mais dans notre cas, on a un outil qui couvre de façon consistante tous les cycles de dev. Donc, je vais présenter certains des outils dans ce qui concerne la data observability. Il faut savoir qu'il y a aussi des outils de discovery. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle la disponibilité. La disponibilité, ça va nous donner une idée de la fraîcheur de nos données et de la complétitude. Si on revient à ce que Raphaël a expliqué, nous, on génère des partitions. C'est déjà des partitions normalement temporaires, donc on peut les représenter dans un calendrier. C'est plus facile à voir ce qui a été produit ou pas. C'est une vision statique. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a enrichi cette vision. Et pour les partitions qui n'existaient pas, on peut les voir sur les schedulers et dire, ah bah, ça n'existait pas, mais il y a un job qui tourne à ce moment-là qui va produire cette partition. Je peux même voir, peut-être le job, il a déjà tourné et il a failé. Donc peut-être il faudra arrêter. Je peux même cliquer sur le détail, j'ai le détail de mon exécution. Et surtout, j'ai un lien. Donc ce lien, il va me ramener vers Big Data Flow sur la bonne exécution. Je peux voir les logs de scheduler, je peux voir les logs de mon job, etc. Et dans les langages que Raphaël a présentés, il y avait un petit tag, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, qui disait SLO 24 heures. Donc SLO, ça me permet de mettre des objectifs sur la latence. Donc, ce que Datadog va faire, c'est qu'il va comparer la latence que j'ai calculée sur mes données par rapport à l'objectif et il peut me dire, bah, cette partition, elle est en retard ou il est à temps. Et on peut même montrer ça de façon historique. Donc ici, on a les 3 derniers mois de latence d'un dataset par rapport à son SLO et on peut voir qu'il y a eu certains incidents. Donc, comment ça marche ça? Nos premières solutions, c'est le Metastore, notre catalogue ou Big Data Flow, ils sont tous les deux les API. On tape sur les API et on montre ça en temps réel. Sauf que ça ne passe pas à l'échelle très bien. Donc, on a dû recoder tout ça. Et on a une solution basée sur des events. Donc, que ce soit le Metastore, que ce soit Big Data Flow, à chaque fois qu'il y a un event qui est pertinent, on va envoyer ça par Kafka. Et Datadog, il va être capable de reconstruire l'état d'une façon plus ou moins
compact et servir les vues que je vous ai montrées. Donc passons à un autre aspect qui est très important. Là, on ne parle pas de métadonnées, on va regarder à l'intérieur de nos partitions. Et on veut voir si les données sont OK, sont accurate, ils sont dans la distribution qu'on attendait, etc. Il y a deux approches pour faire la data quality. Il y a une approche automatique, semi-automatique, qui consiste en la détection d'anomalies. Nous, on a implémenté des types de checks de ce type. Il y en a un qui permet de savoir si une métrique il est stable dans le temps. Et il y a un autre qui permet de savoir si il est plus ou moins stable, mais si on a une erreur plus longue, on peut voir qu'il y a une traîne. Et peut-être on ne veut pas qu'il y ait cette traîne. Il y a une autre approche qui se base sur des règles métiers. Par exemple, je peux rajouter un threshold. Je peux dire, ce collant, il ne peut jamais être moins que 0. Ou je peux rajouter des checks de consistance. Je peux avoir une métrique de référence. Par exemple, je peux dire dans ces datasets, le revenu, ça doit être égal qu'à un revenu de référence parce que la seule chose que je suis en train de faire, c'est juste une relation par rapport à une somme de dimensions. Et du coup, je vais être alerté à chaque fois qu'il y a ces règles qui ne passent pas. Donc, on a implémenté ces règles dans un DSL. Ce DSL nous permet d'exprimer les checks par rapport à une ensemble de métriques. Les métriques, c'est des relations qu'on fait sur les données. Et du coup, à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle partition, qu'on rajoute des données, ces métriques et ces checks, ils vont être calculés. Et je peux aller sur Datadog pour voir ce qui se passait. Donc ici, on voit les définitions de tous les checks pour un dataset. Je peux voir qu'il y a certains qui ont eu des failures. Je peux même filtrer les failures. Je peux dire deux fois, en fait, c'était un outlier, il n'y a rien à faire. J'acknowledge, je ne m'embêtais pas avec ça. Mais je peux aussi aller voir sur les détails. Ça, c'est un check de stabilité. On voit qu'il y a un outlier qui est en dehors des bornes et en fait, je vais être alerté. Donc, comment ça marche? C'est aussi simple que je vais rajouter un fichier avec le DSL tel que je vous ai montré juste à côté de mon définition SQL dans Big Data Flow. Et Big Data Flow, à chaque fois qu'il va rajouter des données, il va aussi lancer un job qui va calculer tout ça. Donc, ce job, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste parser ce DSL. Il va lancer un job Spark qui va calculer tout le métrique et il va pousser ces métriques sur notre service de data quality. Après, on peut le consommer à travers des outils comme Datadog pour générer les vues que je vous ai montré, ou même on peut l'utiliser à travers des Prometheus pour faire un alerting si l'on veut. Donc tout ça, c'est possible. Un autre aspect qui est important, c'est les lineages. Donc avec les lineages, je peux savoir quelles sont les dépendances en amont et en aval de mes données. Ça, il a plein d'utilités. Je peux faire l'analyse des root cause, je peux faire l'analyse d'impact, etc. Donc ça, on peut le montrer dans Datadog et on peut même les combiner avec d'autres informations. Donc ici, par exemple, les couleurs des boîtes dépendent du fait que la latence, il est sous les SLO ou pas. Donc, il y a tout un tas de techniques qu'on peut utiliser pour calculer les lineages. On n'a pas le temps de parler de ça. Récemment, on a publié un article où on explique avec tous les détails. À la fin, on va partager un lien vers notre blog où vous pouvez les retrouver. Et le dernier aspect, même si on est en-premise, il faut qu'on soit sage sur les ressources qu'on utilise. Donc en fait, on peut voir aussi au niveau des CPU, des mémoires, des stockages, même le coût équivalent pour un dataset dans le temps. Donc peut-être il faut à un moment, il faudra optimiser. On voit qu'il y a un changement, peut-être il faudra faire quelque chose. Donc jusqu'à présent, tous les vues, c'est par rapport à un seul dataset. Mais normalement, une équipe, il gère une ensemble de datasets. Donc ce qu'on peut faire dans Datadog, c'est définir ce qu'on appelle des workflows. Un workflow, c'est juste un groupe de datasets et on peut avoir une vue agrégée. Comme ça, je ne dois pas me balader par-ci, par-là. Donc ici, c'est une vue agrégée de ma disponibilité. Je peux avoir une vue agrégée de tout ce qui est en train de tourner dans Big Data Flow et aller voir les exécutions, etc. Et dernière chose, en fait, on a tellement d'informations qu'on peut commencer à pré-mâcher les données. On peut donner quelques insights aux utilisateurs. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien, mais il dit qu'il y a deux tables qui sont out of SLO. Il va me dire qu'il y en a une table, il y a une erreur qui a failli 3 fois. Donc peut-être il faudrait que j'aille regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que probablement, ce n'est pas un truc temporaire. Il y a un autre qui est en retard, mais il me dit, en fait, il est en retard parce qu'il y a une dépendance qui est en retard. Donc il faudra plutôt fixer la dépendance plutôt que regarder dans cette table-là. Et on a même des warnings sur la contention de notre cluster. Donc là, il dit, là que on utilise, le partition où on exécute nos jobs, il y a beaucoup de charges, donc peut-être il y a trop de jobs qui tournent, c'est pour ça peut-être la cause du délai. Donc voilà pour les features qu'on a sur la data observability. On va essayer de conclure avec des choses qui ne marchent pas si bien que ça. Ouais, parce que ce serait trop facile. Donc, il y a forcément des trucs qui ne sont pas idéaux.
Euh, donc dans Big Data Flow, on n'a pas de support correct pour toute la logique programmatique dans le scheduling. Donc si par exemple je veux faire un appel HTTP pour connaître la météo, parce qu'en fonction de la météo, mon job il consomme pas la même data, on peut pas faire. Enfin, c'est compliqué à mettre dans Big Data Flow. C'est une solution qui est complètement faite maison, donc on n'a pas l'effet des projets open source où il y a une communauté qui va contribuer à construire toutes les intégrations. Donc en termes de coût de dev, c'est pas négligeable. Et pour la learning curve, en fait, c'est très facile de ramp up au départ et de commencer à faire des jobs, mais on n'a pas encore trouvé la secrète sauce pour mélanger notre doc dans nos outils pour que des use cases plus advanced soient facilement discoverables par nos utilisateurs. Côté Datadog, il y a une problématique de management du changement. Les utilisateurs ont historiquement tout un tas d'autres outillages et ils ont optimisé leur façon de travailler par rapport à cet outillage. Et donc, les petites différences dans l'usage qu'on a quand on travaille avec Datadog par rapport aux anciennes méthodes introduisent de la friction pour changer. Et donc, on a encore parfois des équipes qui construisent des dashboards custom. Une autre problématique, c'est on a parlé de Big Data Flow, qui est le Golden Path, mais on a aussi d'autres systèmes dans Criteo. Et donc, tous les systèmes n'ont pas un niveau de support avec la même qualité aussi avancée que Big Data Flow. Voilà. Et un dernier sujet que Miguel a on a un peu abordé, c'est la gouvernance des ressources. Donc, on est on-prem, et en fait, le succès de Big Data Flow fait qu'il y a énormément de gens qui peuvent assez facilement contribuer et ajouter des jeux de données dans Criteo. Et si vous comparez avec une organisation où, par exemple, il y a un petit groupe d'experts qui est en charge de créer tous les jobs pour l'entreprise, du coup, ça fait que chez nous, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a quand même des jobs qui sont créés et l'optimisation des ressources qu'ils consomment est pas un vrai sujet d'attention. Et le fait de décommissionner les trucs quand ça ne sert plus à rien n'est pas non plus forcément fait. Donc du coup, on est obligé de construire de l'outillage qui permet de regarder des jobs, combien ils consomment. Au niveau des équipes, ça veut dire combien consomme l'équipe. Au niveau du département, combien consomme le département. Et voilà, on a fait le tour. Alors, on est dans les temps, on peut prendre une question. Et du coup, les deux QR codes que vous voyez, il y en a un, c'est le blog de Criteo qui va vous permettre de retomber sur... il y a une section data dedans qui permet de retomber sur le blog post dont parlait Miguel. Et Open Positions, si vous voulez jouer avec Big Data Flow, Datadog et tout, il y a des équipes, nos utilisateurs qui embauchent du Data Engineer et du ML Engineer. Du coup, est-ce que le micro est circulé? Est-ce que vous avez une question? Non. Je vais au plus rapide. Bonjour, donc Reda Atiji, je suis architecte data chez La Poste. Donc merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Donc je vais être bref. J'ai juste une question justement sur la partie lineage. Est-ce que vous travaillez par exemple avec des outils de data management pour des problématiques de DCP, de propagation, d'opérations d'effacement, des choses comme ça? Merci. On n'a pas essayé. En fait, on gère ça de notre côté. En fait, ce type d'opération, on les gère aussi à partir des Datadog. Ce qu'on a essayé, c'est depuis une outil centrale de gérer tous ces cas-là. Donc, de la même façon qu'on a une gouvernance qu'on a montré sur les ressources de compute, on a une gouvernance sur les ressources de stockage. Et ce qu'on est en train de travailler, c'est par exemple de dire, en fait, peut-être on stocke des données qu'on n'utilise pas. Et ça, on intègre depuis Datadog. Donc, on n'a pas essayé d'intégrer avec d'autres outils. Je pense que ça serait possible, mais ce n'est pas une chose qu'on a essayé. En tout cas, merci Criteo. Je pense qu'on va essayer de respecter le timing. C'est vrai que
on peut être frustré parce que je sens qu'il y a plein de questions, mais on veut passer au slot suivant. On va essayer de garder le tempo. En tout cas, merci Crétéo. Super pour cette intervention.